Voilà pour les explications, les réactions à présent. Bonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise et conseillère de Paris. Bonsoir Isabelle Florennes. Bonsoir. Merci également de votre présence. Vous êtes députée MoDem des Hauts-de-Seine. Je débute avec vous puisque vous représentez la majorité. Entre nous, puisque personne ne nous regarde, la majorité s'est complètement trompée avec cette attestation dont personne ne comprend absolument rien, à tel point qu'on va avoir une nouvelle attestation a priori dans les prochaines minutes. La majorité, c'est un grand mot, hein. C'est les ministères, hein, là pour le coup, qui est concerné. Nous, on y est pour pas grand-chose. Vous n'étiez pas dans l'orchestration, évidemment. Et je suis d'accord, c'était un monument de bureaucratie, c'était incompréhensible, et c'est une très bonne chose que rapidement dans la journée, les choses ont été simplifiées, parce que je crois qu'il faut faire confiance aux Français, aux Franciliens, aux gens qui sont confinés dans les 16 départements. Ils sont assez responsables quand même, ils l'ont prouvé tout au long de cette crise et de cette pandémie, et donc il faut leur faire confiance, c'est du bon sens. L'attestation, le justificatif de domicile pour les 10 km, moi ça me semble une très bonne chose. Danielle Simonet, vous validez ce retour en arrière, en tout cas cette rectification dont on ne connaît pas encore la teneur ce soir. Mais écoutez, c'est quand même lamentable, enfin je veux dire, un fiasco pareil. Vous avez vu cette attestation, elle était mais alors d'une longueur recto verso, une vingtaine de cases. Mais surtout le fiasco, c'est que ce gouvernement est incapable de penser autrement que confinement, déconfinement, reconfinement, et c'est une vie sans fin. Il faut enfin mettre en place des solutions alternatives au confinement. On ne va pas lutter contre l'évolution de la pandémie que par cette logique de restriction de liberté. On n'arrête pas de défendre qu'il faut une organisation de la vie sociale en roulement. Par exemple, le gouvernement met en place pour les lycées, généralise à l'ensemble des lycées les demi-jauges, hein, c'est-à-dire vous avez par exemple... C'est-à-dire demi-jauge, Jean-Michel Blanquer n'aime pas beaucoup le mot, il est plutôt sur la flexibilité. C'est l'alternance. Vous avez semaine A, vous êtes du matin, semaine B, vous êtes de l'après-midi. Il faudrait pas forcément. Le faire. Chaque lycée peut s'organiser. Mais il faudrait le faire pour la crèche, pour l'école maternelle, pour l'école primaire, pour le collège, pour toute l'éducation nationale. Parce qu'on sait qu'il y a une propagation du virus chez les enfants et chez les jeunes. Or, il ne prend pas ces mesures-là. On sait aussi qu'il y a une propagation du virus en milieu familial. Il n'y a pas de mesure d'isolement. C'est toujours le même... on dit tester, tracer, isoler. Mais alors, l'isolement, c'est vraiment le vide abyssal gouvernemental. Et dans le monde du travail, il n'y a aucune mesure réelle qui est prise pour garantir des conditions sanitaires plus fortes qui protègent les salariés et qui permettent aux salariés de défendre leurs droits dans ce cadre-là. Demande de télétravail 4 jours sur 5, si j'ai bien retenu la leçon donnée par Jean Castex. Oui, mais quelle contrainte pour les employeurs qui ne le respectent pas aucune. Et pour tous les métiers de premier de corvée qui ne peuvent pas être en télétravail, eh bien là, c'est le vide abyssal. On doit respecter des conditions sanitaires, mais il faudrait rétablir les CHSCT, que les salariés puissent vraiment discuter et défendre leurs droits sur les conditions de travail par rapport au virus. Isabelle Florennes, est-ce que ce qui se passe en ce moment, cette attestation, cette espèce de choix un peu entre deux eaux, ce n'est pas la conséquence de la difficulté de l'exécutif et du choix d'Emmanuel Macron de ne pas confiner à tout prix? Est-ce qu'aujourd'hui, ces approximations, c'est la conséquence de cette volonté? Il a consulté toute la semaine, le président, on le sait très bien, et c'est pour ça que les décisions ont mis du temps à venir, parce que c'est pas simple, parce qu'on sait très bien qu'il y a un degré d'acceptation dans la population qui maintenant, après un an, et c'est bien normal, est faible, et qu'on a en même temps, nous le souhaitons, mais des retards quand même dans la vaccination. Donc tabler sur des prévisions de meilleure vaccination au mois d'avril, et en même temps, on sait très bien que la contamination à l'extérieur, elle est faible. Donc, en période printanière, comme nous sommes aujourd'hui le jour du printemps, permettre aux gens de sortir, c'est une très bonne chose. Leur autoriser les 10 km a été bien ressenti. Il faut également réouvrir un certain nombre de commerces. Et là-dessus, la voix des fleuristes, la voix des coiffeurs a pu être entendue. Et c'est une très bonne chose. Et les gens sont soulagés. Maintenant, moi, je veux bien, toutes les solutions. Il y a les tests salivaires qui ont été déployés dans un certain nombre d'écoles et sur un certain nombre dans un certain nombre de départements, et c'est aussi très intéressant de pouvoir mesurer ainsi la propagation du virus, souvent sur des enfants qui sont asymptomatiques. Donc on progresse tous les jours, je dis pas que c'est parfait, personne ne dit qu'on fait les choses parfaitement, mais je crois que ces mesures, même si elles sont un peu compliquées à comprendre, dans les zones
de, entre guillemets, freinage, reconfinement. Moi, je ne me pose pas la question. Il faut simplement faire confiance, je vous le dis, aux Français, leur faire confiance dans ces zones confinées, faire appel à leur sens de la responsabilité. J'ai pas de doute. Ils l'ont fait, ils l'ont prouvé. Daniel Simonet, est-ce qu'il n'y a pas une bonne nouvelle, une pseudo-bonne nouvelle? On sait que 90 000 commerces sont obligés de fermer à cause de ce troisième confinement, même si on a bien compris que ce n'était pas un vrai confinement, mais il y a des exceptions. Ces exceptions, c'est quand même une bonne nouvelle économique pour de nombreuses sociétés, de nombreux salariés. Ça reste quelque chose qui va dans le bon sens, même si évidemment, j'imagine que vous en vouliez plus. Non mais vous voyez, c'est-à-dire que comme le gouvernement est incapable de penser l'alternative au confinement, quand il recule, on devrait leur dire merci nos bons maîtres. Il faudrait dire merci nos bons maîtres finalement de repousser le couvre-feu à 19h. Merci finalement de laisser les coiffeurs, les fleuristes ouverts. Mais en fait, il faudrait aussi surtout penser autrement les choses. Vous parlez par exemple des tests salivaires. Je trouve ça mais d'un symbole de mépris pour les enseignants. Figurez-vous que dans les établissements scolaires, M. Blanquer a prévu, le ministre de l'Éducation nationale, que si les enseignants se font tester avec ces tests salivaires, ils devront payer 1 euro. Je suis d'accord avec vous et d'ailleurs mon groupe, donc, nous avons demandé que cet euro ne soit pas prélevé sur les, pour les enseignants. Je suis d'accord avec vous de l'avoir envisagé. Je suis d'accord avec ce. Surtout, il faut penser les alternatives à ces confinements. Quelle est la mesure? Réduisons le temps de travail. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais quelle était la mesure principale que le gouvernement a dû prendre face à la situation que nous vivons actuellement? Je vous dis, c'est le principe de l'organisation de la vie sociale en roulement. Donc réduire en demi-groupe dans les établissements scolaires et embaucher des enseignants ou des étudiants qui viennent aider l'accompagnement de ces demi-groupes. Et dans le monde du travail, eh bien pousser les gens à travailler soit le matin, soit l'après-midi pour qu'on ne soit pas tous en même temps, ni en présentiel sur le lieu de travail pour tout ce qui ne peut pas être en télétravail, ni tous ensemble dans les métros, dans les transports en commun et dans les magasins. Et puis il faut, et je le redis toujours, réouvrir les lieux culturels avec un protocole sanitaire strict, avec des masques FFP2 qui pourraient être par exemple commandés, distribués. On peut retrouver une vie culturelle et on en a besoin sans que ça contribue à la propagation du virus. Avec évidemment l'instauration de la prolongation de l'année blanche, enfin d'une nouvelle année blanche, parce qu'on sait pertinemment que tous les travailleuses et travailleurs de la culture vont pas avoir le nombre d'heures suffisantes. Et donc c'est vraiment important, sauver la culture, c'est essentiel. J'imagine qu'évidemment vous allez abonder dans le sens de Madame Simonet. Est-ce que selon vous, on est dans une première étape pour préparer un retour à ce qui nous est présenté comme le retour à la vie d'avant? Il le faut, en tout cas, il faut mais est-ce que ça va dans ce sens-là? Rien ne dit que dans un mois... J'ai entendu Roselyne Bachelot, il y a quelques semaines, parler de tests, en tout cas, sur les milieux culturels, et il le faut. Moi, j'ai toujours plaidé pour l'ouverture des musées, parce que je ne comprenais pas, à partir du moment où on s'inscrit et qu'on est en jauge restreinte, pourquoi on ne pourrait pas visiter et continuer à ouvrir les musées. J'ai toujours dit, on est un certain nombre de députés de la majorité, à plaider pour une réouverture, en tout cas des tests dès le mois d'avril, pour pouvoir permettre, dès le mois de mai, j'espère, ça c'est évident, je suis d'accord avec vous, il faut retrouver une vie sociale, c'est évidemment hyper compliqué quand on a des services de réanimation et surtout des déprogrammations d'opérations qui sont envisagées, comme c'est le cas dans les hôpitaux franciliens. Donc là, on est face à un écueil, une stratégie vaccinale qui prend plus de temps que prévu, et on l'a vu avec le problème notamment d'AstraZeneca. Et là-dessus, il faut absolument reprendre au plus vite toutes ces vaccinations. Donc on le voit très bien, on est dans un mois compliqué, c'est le mois de mars, on s'y attendait quand même un petit peu. Les prévisions étaient pas très bonnes concernant les variants, ce virus mute malheureusement, et on en apprend tous les jours. Donc il faut tenir bon. Sur l'hôpital, mais moi je sais bien, j'aimerais bien aussi que tout le monde ressorte. Non mais j'aimerais bien 3400 lits supprimés par le gouvernement. Oui, alors l'année 2019. On a 23% de lits en réanimation qui ont été ouverts durant cette crise. Ce gouvernement continue à attaquer l'hôpital public. Non, c'est faux. Le gouvernement continue à attaquer l'hôpital public et ça c'est inacceptable. Encore 40 millions, 3400 lits. Est-ce vrai ou faux? 3400 suppressions de lits en 2019. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est faux. Vous le savez, c'est vrai. Regardez par ailleurs le rapport. Regardez le rapport de la Chambre de rehausser les salaires. Nous avons encore revalorisé les salaires. De ce qu'il faudrait. Il demande 300 euros. Il demande 300 euros. Il faut absolument
revaloriser au niveau salarial l'ensemble des professions de santé, de l'hôpital public. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous ne faites absolument pas assez. Nous l'avons fait lors du Ségur. Arrêtez. Et nous le faisons depuis. C'était une imposture, ce Ségur. Ce qui est intéressant, vous serez d'accord là-dessus, c'est qu'il doit y avoir... Non, pas d'accord là-dessus, pas sur l'avant. Mais ce qui est évident chez vous, c'est qu'il doit y avoir un après-épidémie au niveau de la gestion. Mais oui, mais le problème, c'est que, y compris depuis le premier confinement, les suppressions de lits, les projets d'attaque de l'hôpital public ont continué. Vous avez sur Paris, par exemple, Grand Hôpital Nord, qui est prévu après la fusion de 2 hôpitaux, Bichat et Beauchamp. Résultat, c'est des centaines de suppressions de lits à la clé. Vous avez l'hôpital Hôtel-Dieu en plein centre de Paris. Il y a un projet sur lequel, hélas, Madame Hidalgo et Martin Hirsch sont d'accord, de privatisation d'un tiers de cet hôpital pour faire un restaurant gastronomique et des commerces. Alors qu'on a besoin, au contraire, d'un hôpital de proximité au cœur de Paris. Donc vraiment, la casse de l'hôpital public et ses politiques libérales, elles ont commencé bien avant Macron, mais il faut qu'elles cessent et elles continuent de s'aggraver sous Macron. La réponse pour terminer, Mme Florence. Non, écoutez, le Ségur de la santé a prouvé déjà que les revalorisations qu'on demandait depuis longtemps et qu'on était un certain nombre de députés et de parlementaires à demander ont eu lieu, et encore cette semaine, des décrets en Conseil des ministres sont passés pour les hôpitaux privés qui remplissent des missions de service public. Absolument. Ces revalorisations ont été inscrites et les décrets sont enfin parus. Ça a été parfois un peu long, mais nous avons tenu. Je ne peux pas vous laisser dire que les lits sont fermés. 23% de lits supplémentaires en réanimation. On sait très bien qu'on ne peut pas ouvrir des lits en réanimation en une semaine ou en 15 jours. Donc l'effort, il doit se poursuivre. La casse, comme vous l'appelez, ce n'est pas la casse, mais elle n'est pas nouvelle. Elle date de des gouvernements bien précédents de la gauche, de la droite. Castex était d'ailleurs à la manœuvre dans l'administration sur cette casse d'hôpital. En 4 ans, il faudra bien plus que 3 ou 4 ans, malheureusement, pour remonter une architecture hospitalière et une offre de soins coordonnée sur l'ensemble du territoire. Je suis contraint de vous couper, mais merci d'avoir été ce soir dans 7 jours BFM pour échanger à la fois sur cette attestation, mais plus largement sur la gestion politique de ce confinement. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau.